Faune, merci beaucoup d'être là parmi nous ce soir, d'un pays voisin et très ami, le Maroc, où tu as ton siège social. Je voulais te dire d'abord, ça fait des années que j'ai la chance d'avoir cette grande amitié, partage avec Hubert, bien entendu, et surtout de suivre un parcours assez exceptionnel, avec un élan et des talents ô combien divers et variés, mais quand je regarde, si vous voulez, pour faire bref, hein, parce qu'il y a bien d'autres choses avant, l'art du jardin que tu as initié, et que je sais combien ça a été vraiment quelque chose d'assez formidable, le Women Forum, puis aujourd'hui Women in Africa, je me demande si vraiment l'élan qui est le tien ne poursuit pas aussi une certaine, malgré, ça me paraît des initiatives extrêmement différentes, et finalement, elles ne sont pas complémentaires pour la rencontre des cultures, la compréhension, le dialogue entre les cultures, que ce soit entre le jardin, les Women Forum, les femmes et autres dans la société d'aujourd'hui, et aujourd'hui les femmes africaines, dont on va parler très longuement tout au long de notre rencontre de ce soir, dont je te remercie encore au nom de tous. Est-ce que cet élan qui t'habite, ce secret qui est le tien, mais en même temps, ce déploiement, je dirais, de tes énergies et autres, ne participe pas toujours de ce même souci, au fond, dans l'itinéraire que le tien avec Hubert, de la rencontre des cultures? Je ne sais pas si c'est ça qui est à l'origine de tout ce que je fais depuis que j'ai commencé très tôt, puisque j'ai commencé à être entrepreneuse à l'âge de 22 ans, et j'ai créé l'Art du Jardin lorsque j'en avais presque 40. Et dans le fond, je fais le même métier depuis très longtemps. Je fais le même métier depuis que j'ai 30 ans, puisque j'ai créé avant la semaine du marketing direct, qui était déjà un forum. Et puis, voilà, je l'ai vendu au bout de 11 ans. Et l'art du jardin, s'il n'avait pas été en plein air, je l'aurais encore, tellement j'ai aimé le faire. Mais malheureusement, la météo, puisque c'était à l'extérieur, ne permettait pas d'avoir un équilibre financier. Et heureusement que j'avais dans cette société un autre salon que tu n'as pas cité, qui était création et savoir-faire sur les loisirs créatifs et qui, lui, avait une magnifique rentabilité. Et c'est d'ailleurs… lorsque j'ai créé le Women's Forum, c'est parce que j'avais énormément de propositions de rachat de ce salon et j'ai gardé cette société 11 ans, d'ailleurs aussi comme la première. Et ce salon Création et Savoir-faire était déjà très féminin, puisque les loisirs créatifs est un phénomène beaucoup plus féminin. Et je me souviens d'avoir créé ça parce qu'il fallait que je trouve un moyen d'équilibrer financièrement ma société. Et moi, j'avais une grand-mère qui disait, quand on fait quelque chose avec ses deux mains, on a les deux pieds sur terre. Et j'observais effectivement chez les personnes autour de moi qui font des choses de leurs mains, un équilibre différent. Et il se trouve que moi, je ne sais rien faire de mes mains. Donc, j'ai travaillé avec des sociologues, avec des psychologues sur ce phénomène du do-it-yourself pour créer ce salon qui a eu un succès tout à fait considérable et pour lequel j'ai eu aussi beaucoup de propositions de rachat et également de l'art du jardin, même si ça perdait de l'argent suivant la météo et surtout quand on a été obligé de… C'était redoutable. La météo était absolument redoutable. Et alors que c'était un salon magnifique, je l'appréhendais toujours avec une très grande angoisse parce que, suivant la météo, ça pouvait complètement ne pas marcher. Et il y avait des exposants qui, eux, avaient dépensé beaucoup d'argent. Enfin bon, c'était une économie qui n'était pas viable et ça ne pouvait pas continuer parce qu'il ne peut pas y avoir d'affaires sans économie équilibrée, bien sûr. Et c'est à ce moment-là, à cette période-là, que j'ai pensé à faire quelque chose pour les femmes parce que j'ai voulu aller au World Economic Forum de Davos. À Davos, je lisais que c'était un endroit pour le monde de demain, pour des gens qui pensaient le monde de demain. Et moi, j'avais la prétention de penser que aussi, avec ce que je faisais, je suis très intéressée par les phénomènes sociologiques. Et donc je pensais aussi que je pensais le monde de demain. Et ils n'ont pas du tout considéré ma candidature parce que j'étais une femme. Et c'était au début des années 2000. Et j'ai voulu y aller en 2000, 2001 et 2002.
et j'étais prête à payer cher pour y aller parce qu'aller à Davos coûtait très très cher. Et mes copines qui y allaient, alors c'était Anne Auberjon, Anne-Claire Tétinger, Patricia Barbizet, Dominique Erard-Dubreuil, qui elles y allaient, me disaient ben oui, oh, tu es une femme et tu es d'une petite entreprise et ça n'intéresse pas Davos. Et elles étaient dans des grosses entreprises. Et du coup, la raison pour laquelle il y avait 4% de femmes, et ça m'a mise hors de moi. Et il se trouve que j'ai, pas non plus caché, parce que je l'ai exprimé beaucoup, mais j'ai une colère liée à la situation des femmes depuis très très longtemps. Je crois que tu le sais, Thierry, puisque j'ai 5 sœurs et que à chaque fois que ma mère mettait une fille au monde, elle s'excusait auprès de mon père. Et du coup, quand j'étais en âge de comprendre ça, j'étais en colère. Et donc, je me souviens, j'ai créé c'était en 2000, donc j'avais pile 50 ans quand j'ai créé le Women's Forum. Et quand j'ai vu qu'on disait que le monde de demain se pensait à Davos, et avec 4% des femmes, mon sang n'a fait qu'un tour. Et donc, j'ai accéléré le processus de vente de ma société précédente pour pouvoir financer le Women's Forum, parce que ça coûtait très, très cher de monter un forum comme celui-là. Et c'est donc la colère qui m'a amené à créer le Women's Forum. Et j'ai eu la bonne idée de recruter l'ancien CEO de Davos. Je l'ai recruté parce que je ne savais pas faire de forum de ce niveau-là, mondial. J'avais un anglais qui était moyen, même si j'étais à l'époque, Hubert était encore américain, je crois, il est devenu français après. Et j'avais une vision, enfin je pensais que j'avais une vision de ce qu'il fallait faire, mais j'avais besoin d'être accompagnée par quelqu'un. Et j'ai recruté un homme totalement macho, qui n'aimait pas trop la France, qui n'aimait pas les Parisiennes, qui s'appelait Claude Smadja, mais qui avait comme force d'avoir été l'ancien CEO de Davos. Et je l'ai recruté comme consultant. J'ai mis en place une équipe dédiée et 3 ans après, j'ai été effectivement élue dans le premier forum mondial. J'étais classée le premier forum féminin au monde, et dans les 5 plus grands forums masculins et féminins, j'ai été classée 3e par le Financial Times. Et ça a été à la fois une magnifique aventure, non pas aventure, mais un magnifique concept sur lequel j'ai adoré travailler. Et quand il y a eu la crise des subprimes, c'était financé par des entreprises qui, elles aussi, avaient conscience que le monde des femmes était en train d'arriver. Et nous y sommes d'ailleurs pour moi maintenant. Et donc, on était financé à presque plus de 50% par des Américains. Et quand il y a eu la crise des subprimes, j'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai été obligée de céder l'entreprise. Et voilà. Et qui m'a acheté, c'est ça qui est amusant si on veut, parce que je l'ai très mal vécu. J'ai fait un burn-out. Ça a été une période extrêmement difficile pour moi. J'ai adoré faire le Women's Forum. Et c'est Publicis qui m'a racheté. Or, c'est Publicis qui organise Davos. Donc, tu vois, c'est pas par hasard. Pas par hasard, non. Et, ouais. Mais heureusement que tu as eu une saine colère. Hein, parce que... J'ai eu une saine colère, oui. Je pense que oui, le forum a été complètement nécessaire. De ce forum, beaucoup de choses ont changé dans les entreprises et continuent de changer. Il a un impact, il continue à exister. Il a un impact mondial puissant et ça a changé beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. En tout cas, je voulais simplement, merci vraiment de cette introduction qui est magnifique, voir vraiment aujourd'hui que tu es aussi une pionnière pour aujourd'hui rendre aux femmes, sans être féministe, ou au sens féministe idéologique. Non, je le suis, je le revendique. Non, je pense que ne pas être féministe et ne peut pas, enfin, le féminisme, c'est juste l'égalité, Thierry. C'est le féminisme, c'est dégradant pour les femmes. Hein. Non, moi, je suis féministe, je suis une féministe pragmatique. Oui. Je ne suis pas une féministe activiste. Cela étant, il y a des activistes qui n'ont pas tort dans leur attitude. Je pense qu'elles ont raison souvent parce que sinon les choses n'évolueraient pas, parce que le monde ne va pas de façon naturelle vers les femmes et ne laisse pas leur place aux femmes. Non, mais moi je suis une féministe très pragmatique. Moi je pense que le monde se construit entre les hommes et les femmes. Et au Women's Forum, il y avait énormément d'hommes qui venaient
parce qu'ils avaient compris que le monde ne pouvait pas continuer comme ça. Et là où j'ai mis le doigt sur quelque chose qui touchait la société, c'est qu'il y avait à cette époque-là une vraie prise de conscience que le monde ne pouvait pas laisser les femmes à côté et ne pas intégrer les femmes. Et la façon dont j'ai convaincu les entreprises de financer ça, c'est que les grands dirigeants de l'époque avaient tous eux-mêmes des femmes qui travaillaient, puisqu'on était dans une génération là où les femmes ne restaient pas à la maison, la plupart travaillaient et avaient souvent fait les mêmes études que leurs maris, et ils ont tous aussi des filles qui faisaient des études brillantes, et je leur disais, mais est-ce que vous ne recruteriez pas vos filles si elles venaient postuler chez vous, parce que c'est une fille. Et donc, je touchais les entreprises, je touchais les entrepreneurs dans leur qualité de père et de mari, de femmes qui travaillaient et de filles qui faisaient des études brillantes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à financer le Women's Forum et à en faire un leader mondial. C'était le début d'un changement sociologique profond. Et j'ai beaucoup travaillé avec l'anthropologue Françoise Héritier sur aussi la construction des programmes. Françoise m'a beaucoup aidée quand on travaillait sur les programmes. Et puis j'avais un board magnifique, mondial, qui m'accompagnait dans toutes les réflexions pour élaborer les programmes. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, moi, je voulais maintenant dire comment es-tu arrivé ou comment est né finalement Women in Africa, si on peut dire. Je voulais seulement redire vraiment une fois un grand merci, parce que sans initiative vraiment de l'Art du Jardin, nous nous connaîtrions peut-être autrement, je ne sais pas, par d'autres biais peut-être. On aurait fini par je ne serais pas là ce soir, la ISR, parce que c'est à l'Art du Jardin que j'ai créé en 2000, la ISR, avec Eric Orsena, Jacques Garcia et tout un certain nombre de partenaires. Donc, un grand merci vraiment. C'est vrai, pour moi, c'est un moment très émouvant que nous puissions avoir ce rapport maintenant 20 ans après, ou 21 ans. Alors, Women in Africa. Il y a 30 ans, puisque j'ai créé l'Art du Jardin. En Afrique, Women in Africa. Alors, je pense que c'était aussi. Alors, aujourd'hui, ce qui m'a amené à Women in Africa, c'est que dans l'intervalle, entre le Women's Forum et Women in Africa, il s'est passé 5 ans, entre le moment où Publicis m'a viré, où j'ai fait un burn-out, et pour me remettre de mon burn-out, je suis allée en Afrique, parce qu'à l'époque de Women's Forum, je recevais énormément de femmes africaines. Il y avait plus de 100 pays qui venaient, dont beaucoup de pays africains. Et j'ai été, quand j'ai fait ce burn-out en 2011, début 2011, je suis allée en Afrique. Vous avez évidemment, et tu as entendu parler du professeur Mukwege, l'homme tiré par les femmes qui a eu le prix Nobel de la paix, et que je connaissais évidemment, bien sûr. Et je suis allée là-bas, où je me suis retrouvée avec tout un groupe de femmes américaines et quelques Belges. J'étais la seule Française, et nous avons essayé de soutenir et d'aider le professeur Mukwege. Et je suis allée là-bas parce que j'avais honte d'avoir un burn-out, ce qui est assez courant chez les femmes. D'avoir honte de ça, c'est-à-dire que un burn-out, c'est juste une énorme dépression nerveuse gravissime, et dans laquelle j'étais. Et quand je suis arrivée là-bas en Afrique, que je connaissais déjà un peu, puisque j'avais beaucoup de femmes africaines qui venaient au Women's Forum, j'ai eu honte d'être dans la situation morale, psychologique dans laquelle j'étais quand j'ai vu la situation de ces femmes. Je n'ai jamais rien vu de pire au monde. Ce sont les femmes qui subissent les pires exactions. Et ce sont les victimes de guerre, comme partout d'ailleurs dans le monde. Et on le voit encore aujourd'hui partout. Et je suis revenue en France, j'ai été sortie de ce burn-out. Et tout de suite après, les femmes africaines ont commencé à m'appeler pour me dire « on a besoin de toi ». On a besoin de toi pour 3 raisons. La première, c'est qu'on sait que ton engagement à l'égard des femmes n'a pas faibli. La deuxième raison, c'est que notre besoin, nous, femmes africaines, est de faire savoir au monde que nous sommes l'avenir de nos pays. Et la troisième raison, me disent-elles, c'est parce que tu es folle. Et qu'il fallait être effectivement cinglé, c'est-à-dire un entrepreneur est souvent fou, et il a un côté un peu cinglé, et il fallait l'être pour lancer Women in Africa. Mais dans l'intervalle, et elles m'ont sollicité pendant 4 ans. D'abord, j'avais un contrat qui me liait à Publicis, donc évidemment, je n'aurais pas rompu ce contrat. Ensuite, j'ai créé Osons la France, qui était un forum qui était, je pense, nécessaire en France, qui n'a pas marché, et j'ai eu un échec
Et c'est à ce moment-là, d'abord j'ai écrit mon premier livre sur les femmes juste après mon séjour dans le Nord Kivu, auprès du professeur Mukwege. Mon livre est chez Robert Laffont, s'appelait « Femmes, si vous osiez, le monde se porterait mieux ». Et ensuite, il y a eu Osons la France qui n'a pas marché pour différentes raisons. Et puis, j'ai racheté à ce moment-là la marque L'Art du Jardin. Et puis, le Grand Palais. Enfin bref, c'est une histoire compliquée. J'ai écrit à ce moment-là mon second livre, toujours chez Robert Laffont, qui s'appelait « Forcer le destin » sur mon échec. Et le sous-titre était « J'ai choisi le succès et l'échec m'a rattrapé ». Et j'ai écrit un livre sur mon échec. C'était, je pense, nécessaire. Oui, il était nécessaire. Enfin, en tout cas, moi, il m'était nécessaire. Et à ce moment-là, j'ai accepté d'écouter les femmes africaines qui me sollicitaient en permanence. Et quand j'ai déposé le bilan de mon entreprise, j'ai déposé 3 bilans en 9 mois parce que je ne sais jamais rien faire juste normalement. Ce n'est pas juste un bilan, c'est 3. Parce qu'après le premier dépôt de bilan, les banques m'ont lâché en 48 heures. Et c'est aussi tout ça que je raconte dans le livre, comment les banques se comportent en France face à un entrepreneur, alors que j'avais plutôt eu beaucoup de succès avant, mais c'est la vraie réalité entrepreneuriale est là. Et c'était important donc de raconter ça. Et puis j'avais besoin, j'avais besoin de travailler. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai planté des gens dans ce dépôt de bilan. C'est une période horrible de ma vie. Et j'ai à ce moment-là essayé d'imaginer ce que je pouvais faire pour les femmes africaines. Parce que oui, je savais faire les forums mondiaux, c'était ce qu'elles me demandaient, mais je ne voulais pas juste me contenter de faire un forum comme j'avais fait le Women's Forum. Donc, j'ai créé un fonds de dotation en même temps qu'une société commerciale classique. Et le modèle économique a été différent puisque la partie forum mondial que j'ai fait à Marrakech, on l'a fait avant que le Covid n'arrive, était financé par des entreprises internationales, plus françaises au départ et ensuite internationales qui toutes sont installées en Afrique aussi, sur le continent. Et j'ai créé un fonds de dotation qui lui a pour vocation, et qui marche très très bien, de soutenir les femmes entrepreneuses africaines. Et donc aujourd'hui, nous avons deux modèles économiques qui se complètent, un for-profit et un non-for-profit, pour soutenir ces femmes entrepreneuses. Et nous sommes devenus, au travers de ce fonds de dotation et de ce soutien aux femmes entrepreneuses, nous avons créé la plus grande base de données de femmes entrepreneuses que nous soutenons. Et c'est une de nos activités majeures parce que dans toute cette histoire de Women in Africa qui se prolonge et qui est magnifique, eh bien, est arrivé le Covid. Donc, pendant les 3 premières années, on a fait un forum à Marrakech, ce qui explique en grande partie notre installation avec Hubert ici, à Marrakech, d'où je vous parle. Et on a été obligé, quand le Covid est arrivé, on n'a pas renouvelé le forum, on ne l'a pas fait à partir de 2020. Et nous avons totalement numérisé nos activités en apportant un soutien à ces femmes entrepreneuses et en décidant d'accélérer. Pourquoi ? Parce que les études que nous menons, je travaille avec le cabinet Roland Berger depuis 6 ans maintenant, et nous faisons des études sur tout ce qui se passe sur le sujet des femmes. Et nous savons que les femmes sont celles qui vont faire que l'Afrique va se stabiliser. Parce que lorsque les entreprises ont accepté de m'accompagner, que j'avais l'assurance de pouvoir financièrement monter ce que je voulais faire, je suis retournée en Afrique. Je suis retournée en Afrique pour voir quelle était ma légitimité, moi, femme blanche. Et ce n'était pas parce que les femmes venaient me chercher, c'est-à-dire ces femmes africaines qui disaient « tu es la seule au monde capable de faire ça parce que tu as fait le Women's Forum ». J'ai toujours besoin de me sentir légitime. Et donc, je suis allée, je me souviens d'être rentrée en France et d'avoir dit à Hubert je sais pourquoi je vais le faire, c'est parce que les femmes africaines n'ont pas envie de migrer ni de voir leurs enfants migrer. Et là, j'avais la vraie bonne raison
qui faisait que je pouvais apporter cette énergie que j'ai et cette force de lancer des projets, peut-être, parce que j'ai dit, un entrepreneur, c'est assez cinglé. Mais là, j'avais une vraie bonne raison. Et à ce moment-là, ben, l'histoire a démarré. Elle s'est donc développée après l'arrêt du sommet de Marrakech, du sommet physique, où on adorait se retrouver, parce que se retrouver avec des femmes africaines, c'est à la fois extrêmement profond, mais ça se termine toujours par des chansons et des danses aussi, parce que ça, c'est l'Afrique. Et c'était magnifique. Et les 3 années où le forum a eu lieu, c'était des années exceptionnelles. Elles continuent de le réclamer et on espère tous d'ailleurs que lorsque on sera hors pandémie, on puisse recommencer. Mais ce sont des souvenirs totalement émouvants et profonds parce qu'on a connecté les femmes africaines avec le monde entier. Je me souviens, en 2019, donc c'était l'année avant le Covid, on avait une grosse délégation des États-Unis qui est venue. On avait des Chinoises qui sont venues, on avait des femmes de toute l'Europe, on a eu 82 pays et on avait surtout les 54 pays africains. On a réussi à faire venir des femmes de pays en guerre, de la Libye, on a eu des femmes du Soudan, on a eu des femmes qui venaient d'Érythrée, qui sont des pays extrêmement complexes. Et on passait notre temps. Pardon ? L'Afghanistan ? Non, c'est pas l'Afrique. Non. C'était uniquement, on ne voulait avoir que les 54 pays. Non. Et je ne veux pas sortir de ce cadre-là. Pourquoi ? Je suis de très près, puisqu'il se trouve que nous avons des amis réfugiés afghans et qui sont venus, et ça va te faire rire d'ailleurs, au mois de décembre. Tu sais que Charlotte de Turckheim est mariée avec un Afghan. Oui. Et il se trouve que Zaman était ami d'Hubert. Parce que quand Zaman a quitté l'Afghanistan, donc je fais un petit aparté, mais il se trouve que quand il a quitté l'Afghanistan à pied, il fallait qu'il trouve un job en France, c'était un intellectuel dans son pays, et il est devenu gardien de parking en France parce que personne ne voulait lui donner un job à la hauteur de ses compétences. Et Hubert garait sa voiture là. Hubert et lui sont devenus très amis. Lui était gardien de parking et tous les soirs, il discutait du monde. Et moi, je suis devenue amie avec sa sœur sans savoir que tout ça. Enfin, c'était une magnifique histoire. Et un jour, la sœur de Zaman a présenté, puisqu'elle elle travaillait, elle a trouvé un job assez formidable à Paris. Aujourd'hui, elle travaille avec la grande-duchesse de Luxembourg. Et elle travaille d'ailleurs beaucoup avec le professeur Mukwege aussi. Et elle a présenté son frère à Charlotte et ils sont tombés fous amoureux et ils sont mariés et ils sont venus ici chez nous en décembre et c'était magnifique. Et donc, voilà, moi, je m'occupe un peu de ça, mais je fais ça dans ma vie privée. Dans ma vie professionnelle, je ne m'occupe que de l'Afrique parce que c'est déjà énorme, tu comprends. Et je ne veux pas. On m'a demandé d'aller faire des choses dans d'autres pays ou dans d'autres continents, mais je ne veux pas. Je ne peux pas. On embrasse mal les trains. Oui, bien sûr. Et bien sûr, c'est impossible. L'Afrique, c'est 54 pays. C'est ce qu'on a et l'ambition qui est la nôtre. Donc maintenant, notre programme principal est celui du soutien à l'entrepreneuriat. Donc on fait des appels à candidature, on choisit tous les ans des femmes les meilleurs dossiers dans les 54 pays, dans des secteurs d'activité qui sont essentiels et structurants pour le continent, qui sont l'agriculture, la santé, l'éducation, l'environnement, les fintech, les industries créatives et culturelles, les industries de la créative. Et donc, on choisit les meilleurs dossiers et on contacte. D'abord, on forme les femmes beaucoup plus au niveau là où elles en sont. Donc, on les amène à aller plus loin, on les mentore avec Deloitte, on les mentore, on leur trouve des financements, on les met dans des bootcamps. On travaille avec une université américaine qui fait les bootcamps pour nous. Tout ça est digitalisé. On a déjà formé, enfin, on a accompagné financièrement 738 femmes et depuis l'année dernière,
On a décidé d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que la marque Women in Africa commençait à être connue, très bien connue, partout dans le monde. Et du coup, on a plus de moyens, on a des financements. Et par exemple, là, je vous annonce une première, et je peux le faire parce que la conférence de presse a eu lieu aujourd'hui à 2 heures. Nous venons de gagner un appel d'offres pour Coca-Cola Monde, qui nous ont retenus pour former. D'abord, je dis que nous, notre objectif était de former 10 000 femmes d'ici à 2030. Eh bien, nous venons de gagner au mois de décembre, nous on est sur décembre, mais on peut l'annoncer depuis aujourd'hui, 14 heures, la formation de 20 000 femmes dans les 3 années qui viennent. Donc, nous allons former 20 000 femmes à l'entrepreneuriat, en plus des 10 000 que nous nous étions fixés, nous. Magnifique. Donc, ça, et on a gagné un autre programme, et là, celui-là, on peut l'annoncer aussi, avec la Banque africaine de développement. Alors ça, c'est quelque chose de passionnant avec mon équipe qu'on a adoré, répondre à l'appel d'offres. On va former des femmes à accompagner des femmes entrepreneurs. C'est-à-dire on a gagné un budget pour former 1000 femmes qui vont former des entrepreneuses. Donc, l'objectif, dans le fond, et l'autre jour, tu sais que j'ai nommé une présidente, non, oui, tu sais, je crois, hein, parce que j'ai quand même reçu tellement de coups, parce que j'étais blanche, tout le monde disait « c'est formidable ce que vous faites, mais c'est dommage, vous êtes blanche ». Et du coup, ça m'a complètement fragilisée. Tu te souviens, c'était en 2018, c'était la 3e année. Et du coup, j'ai démissionné de toutes mes fonctions et j'ai nommé une femme africaine nigériane. Et les attaques venaient d'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest et particulièrement le Sénégal, c'est très schizophrène par rapport à la France. C'est-à-dire, si on fait, ils nous accusent de faire, si on ne fait pas, ils nous accusent de ne pas faire. C'est complexe. Et c'est très, très complexe. Et les politiques n'ont pas arrangé les choses. Et du coup, je ne voulais pas d'une présidente francophone, et j'ai choisi une présidente anglophone, Hafsat Abiola, qui elle-même a une histoire assez incroyable. Pourquoi? Parce que Hafsat, qui a étudié à Harvard, avait un père qui a été dans les affaires. C'était une famille très implantée en Nigeria, et il s'est lancé dans la politique parce qu'il voulait virer l'armée de son pays. Donc, ça a été le premier président élu démocratiquement président du Nigeria, qui est le plus grand pays d'Afrique, et il a été tué par l'armée. 3 ans après, Hafsat était étudiante à Harvard. Sa mère a été assassinée par l'armée également. Et je la connaissais, puisque la première chose que j'ai faite quand j'ai créé Women in Africa, sur les recommandations du board que j'avais mis en place, un board composé d'hommes et de femmes, parce que je tiens beaucoup à cet équilibre, parce qu'on ne peut rien faire sans les hommes, puisque surtout en Afrique, ils ont presque 80% du pouvoir. Et donc, c'est important de les avoir avec nous, sinon on s'est parlé dans le vide. Et donc, la recommandation première qu'il m'avait faite, c'était d'avoir des ambassadrices. Aujourd'hui, nous avons 51 ambassadrices, dont 47 sur le continent. D'accord. Et Hafsat était une de nos ambassadrices, celle du Nigeria. Elle était tellement étonnante dans ses réflexions, dans ses recommandations, dans sa vision, que je l'ai fait rentrer au Conseil. Donc, elle a évolué d'ambassadrice au Conseil. Et lorsque j'ai reçu ces scuds incroyables qui étaient « c'est formidable ce que vous faites, mais vous êtes blanche », je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais investi de l'argent dans cette société. On commençait à réellement avoir des résultats. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on m'attaquait, comme toujours. Et à ce moment-là, j'ai démissionné de tout et j'ai nommé Hafsat présidente. Et c'est une présidente formidable. Et donc, avant-hier, mardi, nous avons fait on a présenté nos vœux à notre communauté. On a quand même une communauté de 130 000 personnes aujourd'hui dans le monde. Donc, le matin, on l'a fait en français et l'après-midi en anglais. Et je l'ai entendu dire un truc de fou. Et elle dit, c'est pas 30 000 femmes qu'on va former ou 130 000 qu'on va avoir dans notre communauté dans les 8 ans qui viennent. Donc, d'ici 2030, c'est 1 million. Et, eh bien, c'est quand même… Moi, j'étais heureusement, comme aujourd'hui, assise sur un fauteuil confortable et je ne suis pas tombée de ma chaise. Mais ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'on est tellement installé maintenant dans le monde entier il faut lier à ça le fait que le temps des femmes est arrivé. On le voit.
il y a un changement majeur dans le monde qui est en train, moi je le sens depuis quelques années déjà, puisque quand j'ai créé le Women's Forum dans les années 2000, j'avais déjà je sentais déjà ça. Et donc, aujourd'hui, réellement, le temps des femmes est arrivé. Et ces femmes, dans un pays qui ne cesse de croître et qui va être le plus puissant au monde en termes d'habitants, a besoin de ces femmes. Et là où nous avons un rôle à jouer, c'est dans la formation de ces femmes et dans le soutien à ces femmes. Et le monde entier et les entreprises internationales qui sont installées en Afrique veulent toutes recruter également des femmes. Et moi, je fais le pari aussi que, enfin, c'est pas que je fais le pari, c'est que j'ai une autre colère, qui est que ces entreprises n'ont pas assez de femmes africaines comme administratrices, et c'est pas normal. En France, il y a eu les quotas, et grâce au Women's Forum, qui a été à l'origine de tout ça. Aujourd'hui, c'est à l'Afrique d'y arriver. Et donc, on est en train aussi de former les femmes à être administratrices de boîtes internationales. Voilà. Je peux te demander, que tu parles beaucoup, en effet, je crois que la formation est absolument un enjeu capital et surtout une action capitale que vous menez. Et où et comment se fait la formation? Parce qu'elle doit être assez diversifiée selon les compétences des unes et des autres, selon les postes auxquels elles peuvent… Non, nous formons, nous, des femmes à être entrepreneuses. Oui. Donc, être entrepreneur, il n'y a pas 36 chemins, tu sais, il n'y en a qu'un. Oui. C'est avoir des compétences. D'abord, c'est d'avoir une bonne idée. Donc ça, quand elles ont déjà été retenues, parce qu'on fait un appel à candidature, donc c'est qu'elles ont été retenues par un jury mondial, c'est qu'elles elles ont un projet qui a passé les fourches codines d'une vingtaine ou 25 membres de jury du monde entier, des Américains, des Français, enfin des Européens, beaucoup d'Africains aussi dans le jury. Donc déjà, elles ont un projet. Nous, on prend des entreprises qui ont déjà fait la preuve de leur marché, parce qu'on ne peut pas, quand on est accompagné, enfin comme on le fait, on ne peut pas prendre des entreprises avec le risque qu'elles se cassent la figure. On en a, bien sûr, on a qui ne survivent pas, mais dans les 13 000 que nous avons déjà accompagnés, pas financièrement, il y en a 738 qui ont été accompagnés financièrement, mais les autres ont des entreprises qui ont été accompagnées en formation. Ben, c'est de la formation dans le management, c'est des formations dans la partie économique. Par exemple, nous travaillons beaucoup, une partie des cours est donnée par l'INSEAD sur cette partie-là. Nous avons également, donc j'ai parlé de cette école américaine qui s'appelle Honoris United Universities, qui met ses meilleurs professeurs ça c'est dans les bootcamps qu'on fait, donc c'est de la formation pour grandir dans l'apprentissage de l'entrepreneuriat, dans leur business model, dans leur façon de solliciter, de parler aux banquiers. On fait beaucoup de séminaires avec des banquiers, beaucoup de webinars avec des banquiers. On en fait avec la BPI, on en fait avec la Société Générale qui est un de nos partenaires, on en fait avec des banques américaines, on en fait avec des banques africaines. Et ça, ce sont les plus suivis d'ailleurs. On en fait aussi sur la prise de parole. C'est comment une femme doit savoir parler à son banquier, parce que les banquiers financent beaucoup moins les femmes que les hommes. Et c'est pareil en France. Hein. Moi, on a regardé, on fait des comparaisons entre pays et tout ça. Donc, on crée de la formation. Et bien, tout ça, c'est par digital. C'est comme ce que je parle devant vous. Et bien, nous avons des centaines et des centaines de femmes qui choisissent les modules de formation que nous avons quand elles ont été retenues, évidemment, par le jury. Et à ce moment-là, elles assistent. Je ne connais même pas les process parce que moi, je ne suis pas opérationnelle dans la boîte. Moi, je veux apporter la vision. Je ne veux plus, j'ai 71 ans, je ne veux plus diriger dans le day-to-day. J'ai fait ça de l'âge de 22 ans à, disons, 65, 68. Et donc, j'ai une directrice générale, en plus d'une présidente. J'ai une directrice générale qui est avec moi depuis 15 ans. Elle était déjà avec moi au Women's Forum. Ensuite, elle était avec moi à Osons la France. C'est comme mon assistante. Je les ai depuis 15 ans toutes les deux. Et c'est ma directrice générale qui est une jeune fille brillante qui recrute les équipes, qui les manage et qui fait tout ça. Tu vois, je suis incapable de dire… je connais tous les grands process, enfin les grands… la façon dont on fait, parce que c'est moi qui ai eu ces idées-là, si tu veux, mais après, je ne suis pas derrière.
chacun sa responsabilité, hein, voilà. Ah oui, oui, et moi je délègue, c'est une chose que j'ai apprise. Bravo. Moi, je pense que j'ai été un mauvais manager en plus. Donc Caroline Boudère, ma directrice générale, est un très bon manager et les gens adorent travailler avec elle. Et donc c'est elle qui fait. Et là, elle vient de faire grandir l'équipe. On a doublé là depuis décembre grâce à ces appels d'offres qu'on a gagnés. Et là, on est obligé de renforcer toutes les équipes. Et on a des équipes partout, puisqu'on a très peu de monde à Paris. On n'a que 3 personnes à Paris, mais on a un bureau à Washington, un bureau à Londres, on a un bureau à Dakar et un autre à Lagos. Voilà, donc c'est aussi, on travaille beaucoup avec tous ces bureaux que nous avons partout dans le monde. Et Caroline, DG, vient de m'annoncer qu'elle allait s'installer à Naples. Alors, tu vois un peu. On est vraiment, nous, on était déjà en télétravail avant que ça ne devienne malheureusement. Tu vois. Et ça veut dire aussi que dans chacun des 54 pays, au moins de l'Afrique, vous avez au moins une équipe, un bureau ou un des délégués, etc., pour faire le lien entre vous. Ce sont les ambassadrices. Hein? Ce sont nos ambassadrices qui font ça. C'est les ambassadrices. On a nos ambassadrices et nous avons, alors il nous manque des ambassadrices ou certaines que nous n'avons pas gardées parce qu'elles n'en avaient pas la compétence. Qu'on avait prises au début et nous les tournons, ces ambassadrices, tous les 2 ans, 2 ans et demi, sauf cas exceptionnel. Par exemple, au Sénégal, finalement, on a la même qui est formidable depuis 5 ans, depuis le début, mais dans d'autres pays plus difficiles, on a changé et donc oui, on a des liens. Et puis, on a une femme qui dirige ce département, donc qui est le programme entrepreneur, qui est installé à Dakar. C'est pas parce que le Sénégal m'a attaqué que voilà, j'ai fait la même chose. Nous, on a recruté une fille incroyablement compétente qui s'appelle Senabou Thiam et c'est elle qui dirige WIA 54. WIA 54 veut dire, c'est l'acronyme de Women in Africa, 54 et 54 pays. Et donc, c'est elle qui dirige ça à partir de Dakar. Et c'est elle qui, en hors période pandémie, fait les voyages aussi avec AFSAT parce que je veux leur laisser la place. Moi, je veux être de moins en moins présente, sauf voilà, s'il y a quelques enjeux majeurs. Mais sinon, c'est à elles de faire le job maintenant. Elles ont l'âge. Oui. Oui. Oui, c'est très intéressant, si tu veux aussi, de montrer que vraiment aussi une Européenne, toi, blanche et haute, on garde, pour nous, tu es sur un sujet absolument majeur, même par rapport à l'avenir de l'Afrique et le développement de l'Afrique, par rapport à l'histoire des migrants. Hein. Vraiment, là, on est au cœur d'un avenir sociétal terrible. Hein. C'est pour ça que j'ai lancé une société, un forum économique. Parce que moi, je n'aime pas la charité. Dans ma vie privée, je fais plein de choses. Je m'occupe d'un lycée en banlieue à Noisy-le-Sec depuis 10 ans. Je m'occupe de Langage de Femmes, qui est une association qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Dans ma vie privée, à Casablanca, je suis au conseil d'administration d'une association qui gère des petites filles qui sont mises comme bonnes à partir de 8 ans. Je fais des choses. Mais dans ma vie professionnelle, je suis contre la charité parce que la charité ne fait pas grandir les femmes. Ce qui fait grandir les femmes, c'est quand on les considère avec le même cerveau que les hommes et qu'on les aide à grandir quand elles ne peuvent pas toutes seules. Et c'est là où moi, je peux apporter ce que je sais faire avec une équipe compétente. Et voilà, et donc on ne veut pas. Tu sais, moi, le microcrédit est un désastre pour les femmes. Peu de gens le savent. Mais le microcrédit est un désastre. Pourquoi ? Parce que les taux, quand Mohamed Younous a lancé le microcrédit, c'était très bien, sauf que les banques ne voulaient pas être en reste. Elles disaient, nous aussi, là, il faut qu'on montre qu'on s'intéresse, donc on va faire du microcrédit. Sauf que personne ne peut gagner d'argent sur le microcrédit, et donc elles font des taux usuraires de 25 à 30%. Donc quand une femme a remboursé le principal, eh bien, comment elle fait pour rembourser la banque ? Eh bien, ça veut dire qu'elle retombe, une fois qu'elle l'a remboursé, elle retombe au même niveau qu'avant, et donc ça n'a pas fait grandir. Donc, c'est la preuve aujourd'hui que ce n'est pas le système qui fonctionne. Le système qui fonctionne, c'est d'aider à grandir les femmes en compétences. Et c'est là où nous intervenons, c'est de les aider à grandir en compétences. Et même en France, ce serait nécessaire. Mais moi, il se trouve que maintenant, c'est le continent africain et que je finirai ma carrière avec le continent africain. Mais le vrai sujet, il est là. C'est de faire grandir les femmes pour qu'elles aient un rôle dans l'économie. Et quand une femme a un rôle dans l'économie de son pays, c'est toute la société qui change.
C'est là la force de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai lancé ça. C'est parce que, en tant qu'entrepreneur, je sais l'impact que nous, femmes, pouvons avoir sur la société. Il y a des choses aujourd'hui qui sont complètement anormales. Par exemple, le monde, on est en train de repartir en arrière à cause de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est menée à 95% par les hommes. Donc, le monde de demain est en train de s'écrire au masculin, à nouveau. C'est juste insupportable. Donc, aujourd'hui, et j'y travaille beaucoup avec Cédric Villani, dont je suis proche, avec Monique Cantos-Perber, ancienne directrice de Normal Sup, avec une Américaine qui était à l'UNESCO. On travaille beaucoup et on réfléchit beaucoup sur comment amener les femmes à rentrer dans les métiers d'ingénieur. Et donc, j'annoncerai quelque chose dans un mois ou deux, parce qu'on y réfléchit beaucoup, on a trouvé la solution pour toucher les filles à partir de 14 ans. Parce que le monde, on ne peut pas laisser faire. Tu vois, je suis à nouveau en colère. Et donc, comme à chaque fois que je suis en colère, je crée quelque chose. Voilà. Alors, on a vu tes colères ont été très productrices, finalement. Et oui, parce que… Le feu couvre, mais le feu redémarre, la flamme. Oui, tout le temps. Je suis née, j'ai la chance d'être née avec des idées. Ça m'a culpabilisé une grande partie de ma vie. On me disait, mais tu as trop d'idées, tais-toi, cache-toi. Non, je suis née en colère, je suis née avec des idées et j'essaie d'apporter ces idées voilà, au monde d'aujourd'hui. Et quand je dis ça, ce n'est pas prétentieux, je ne suis pas la seule. Il se trouve que, voilà, moi, j'ai fait le choix que c'était les femmes qu'il fallait que je soutienne et je le fais avec beaucoup de bonheur. Non, mais Aude, merci. Mais ce que je voulais te demander, est-ce que tu vois aussi dans d'autres continents, parce que l'Afrique, c'est énorme, est-ce que justement ce qui se passe, qui est quand même assez incroyable, le développement le Woman in Africa et l'acquisition des compétences est combien importante pour l'Afrique, pas pour les femmes, pour les familles africaines. Mais est-ce que tu vois d'autres pays comme où les femmes sont très discriminées, dans les pays de l'Arabie Oui, si tu prends l'Asie, ça n'existe pas. Alors, en Asie, il y a des gens qui s'approchent de vous, qui disent… Alors, non, il y a des phénomènes très intéressants. Il y a 3 pays qui n'ont pas du tout la même relation avec les femmes. Il y a la Chine, qui est très bien. Et d'ailleurs, j'ai créé le Asia Women's Forum à l'époque où j'avais le Women's Forum en France. Je l'ai créé aussi. Et les femmes chinoises ont un gros atout par rapport aux hommes chinois, c'est qu'elles respectent un contrat quand le contrat est signé. Ce qui n'était pas le cas des hommes chinois. Ils signent des contrats, mais ils les respectent peu. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de webinars entre la Chine et l'Afrique pour voir comment les femmes africaines travaillent différemment avec l'Afrique. Parce que la Chine a aujourd'hui un rôle majeur, comme tu le sais, sur le continent africain, et ce sont des désastres qui sont annoncés. Et donc, on travaille, nous, beaucoup sur le lien entre les femmes africaines et les femmes africaines et les femmes chinoises. Et donc la Chine ne s'en sort pas trop mal et les femmes chinoises ont un véritable impact dans leur pays, elles sont respectées, elles font des études et comme c'est l'enfant unique, de toute façon, les familles n'ont pas le choix. C'était à l'époque de l'enfant unique et donc elles faisaient des études. Et tous les pays communistes ont toujours été favorables aux femmes, il faut le savoir. Elles ont toujours fait des études. Le seul avantage du communisme, c'est celui-là. Par contre, au Japon, à l'opposé, la femme n'existe pas. Elle est minorée, elle n'est pas considérée, c'est un désastre. C'est un désastre. D'ailleurs, la femme de l'actuel empereur, qui était une fille brillante, économiste, qui travaillait aux États-Unis, qui est diplômée, je crois qu'elle est à Harvard aussi d'ailleurs, a fait une dépression nerveuse énorme, parce que les femmes ne sont pas considérées au Japon. Et il y a dans un autre pays majeur aussi, même niveau que la Chine et que l'Afrique aujourd'hui, qui est l'Inde. Parce qu'elle était vers l'Inde, justement. C'est un désastre. Moi, je faisais venir, quand je présidais le Women's Forum, tous les ans, on faisait venir une délégation de chacun de ces pays. Enfin, on a fait venir une délégation de femmes indiennes, une délégation de femmes chinoises, délégation de femmes japonaises. C'était la plus petite qu'on ait eue parce qu'il n'y a pas très peu de femmes au pouvoir et toujours pas. Mais oui, en Inde, c'est un cauchemar. Être une femme en Inde est juste un cauchemar. Sauf à être née du bon côté. Mais enfin, la majorité des gens, malheureusement, sont… parce qu'il y a le problème des castes et que ce n'est pas prêt de changer. On ne voit pas d'évolution, contrairement à l'Afrique, où on voit une évolution parce que l'économie tient par les femmes africaines.
Un mec, quand on lui donne de l'argent, il va prendre une deuxième femme ou une troisième et il va le dépenser. Il sent, ça commence à être un peu moins vrai. On voit une évolution depuis 5 ans dans les études qu'on mène, mais quand même. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain que j'adore, et je signais mes mails de ça tout au début, c'est « Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer ». Ce proverbe qui vient d'Afrique de l'Ouest dit beaucoup de choses, beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, elles n'auront pas seulement besoin de l'annoncer, ce sont celles qui font. Mais elles laissaient les hommes le faire, alors qu'elles sont la base, elles sont le socle. Et comme m'a dit une amie africaine, elle m'a dit elles sont la chance du continent. Et j'adore ça. En Inde, ça n'est pas le cas. Tu vois, donc voilà. Alors on m'a demandé il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de m'en occuper. C'est non. Moi j'ai 71 ans, j'ai un chantier énorme à mener, même si je délègue beaucoup. En plus, je travaille beaucoup, mène cette réflexion sur l'intelligence artificielle et la numérisation du monde, parce que qui n'est pas favorable aux femmes, donc je dois vraiment y travailler. Enfin, je me suis fixé cet objectif. Pas beaucoup à faire. Voilà, on ne peut pas faire plus que je ne fais. Oui. Pas beaucoup de femmes à vous occuper de drones. Moi, j'ai entendu, on mène des réflexions au Bernardin justement sur cette numérisation qui est complètement masculine, en effet. Oui. J'ai un jour, j'ai une anecdote américaine et anglaise. Et un jour, je vois une photo de 6 hommes qui venaient de lever 7 millions pour créer une entreprise d'intelligence artificielle pour le cancer du sein. Intelligence artificielle, 6 hommes, 7 millions pour le cancer du sein. Cherchez l'erreur. C'est quand même 99% des cancers du sein, c'est même les femmes. Et donc, il n'y avait pas une femme dans cette entreprise. Alors, je prends une photo de cette couleur, je la publie sur LinkedIn et je mets chercher l'erreur. J'ai eu 170 000 vues. Voilà, parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est que le monde est en train de se réécrire, comme je le disais tout à l'heure, au masculin. C'est un désastre. Et donc, il y a urgence à ce que les familles disent à leurs filles, le monde a besoin de vous. Tu comprends? C'est là, les enjeux du monde sont là aujourd'hui. Par exemple, l'Afrique est un des pays les plus numérisés parce qu'il n'y a pas de connexion entre les pays. L'Afrique est connectée uniquement, c'est le numérique, c'est le téléphone portable aujourd'hui. C'est la téléphonie qui fait tout en Afrique aujourd'hui. Nous, on forme des filles sur leur téléphone portable. Elles n'ont pas besoin d'ordinateur aujourd'hui. Nous, les cours, ils sont diffusés sur les portables. Tu comprends? C'est ça, les enjeux. Et la numérisation du monde a été accélérée par le Covid, qui a été par ailleurs un désastre pour les femmes. On le voit en France, on le voit dans plein de pays. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous avons transformé notre modèle économique, enfin qu'on l'a fait évoluer pour numériser tout ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on a gagné tous ces budgets mondiaux, parce que ça permet de démultiplier ce qu'on fait. Voilà. Mm-hmm. Je ne t'entends pas, Thierry? Mais non, on ne t'entend plus. Bon, on te voit, on pense que tu dis quelque chose. Je ne sais pas si… Pardon. Voilà, tu dois m'entendre. J'avais par erreur, oui. Non, je veux dire, de tes réflexions et de ton témoignage, je retiens 2 leçons absolument incroyables pour l'ensemble de notre humanité, pour l'avenir de notre monde, car je crois que tu es au cœur même, à la fois sur le plan personnel, permets-moi de revenir que dans les épreuves que tu as traversées avec des colères extrêmement profondes, mais c'est que tu n'as jamais baissé les bras, tu as regardé la vérité en face, et en même temps, tu as montré qu'aujourd'hui, le feu ne s'éteignait pas. Quand justement, on garde, surtout avec des objectifs aussi altruistes qui sont les tiens. Hein. Tu es sorti aussi de tes trous, qu'on peut dire. Hein. Moi, j'ai connu un peu le burn-out aussi, pas mal. Hein. Oui. Vraiment, quelle leçon formidable. Ouais. Si il y a beaucoup de choses, d'éléments comme tu dis, mais je pense que tempérament de feu, le feu continue à couver. C'est bien, pourvu que ça dure. C'est une flamme, je dirais, de donation absolument incroyable.
Hein, Oui, le c'est comme Women ça. Forum, Women in Africa, mais aussi le savoir-faire et autres, etc. L'art du jardin, n'en parlons pas, ô combien tu as eu. Et ça, c'est une première leçon, je trouve, dans une société où il y a quand même beaucoup de burn-out, beaucoup de désespoir, beaucoup de gens et autres, de dire qu'aujourd'hui, bon, chacun a son tempérament, bien sûr, mais quelle belle leçon d'espérance, je dirais, en même temps de force, et comme qui est donnée en particulier à la femme. Hein, c'est loin d'être bon, et la femme que tu es. Mais pour d'autres femmes aussi, et pour nous les hommes, donc un grand, grand merci. La deuxième chose, c'est que moi j'en parlais avec le pape l'autre jour, je s'inquiète beaucoup justement de J'adore. l'aveuglement. Le pape, c'est quand même formidable d'entendre ça. Oui. Le pape, Je parle avec le pape, c'est un de mes rêves, ça. ben écoute, moi je vais essayer de te le faire rencontrer. Parce que, S'il te plaît, Thierry. oui. Non, je vais vraiment le rencontrer parce qu'il est tout à fait. Il m'a dit, vous vous rendez compte quand il a été à Lesbos, il est rentré, il est arrivé de Lesbos et de Chypre. Hein. Il était la veille encore là, donc je l'ai vu le lendemain. Donc je dis, il m'a dit quand même très très impressionné de voir combien la douleur de ces gens qui ont quitté, mais par avec combien de sacrifices et autres, et aussi combien aussi à la fois de péril, hein, où ils ont vu périr en Méditerranée, enfin, je ne sais pas combien de leurs copains, etc., d'enfants, enfin, c'est l'horreur absolue. Comment est-ce qu'on peut rester, il m'a dit, les Occidentaux, il m'a dit, on me traite d'irréaliste, moi, il ne me dit pas d'accueillir tout le monde, de toutes les frontières, mais il n'y a aucune solidarité, de voir que vraiment aujourd'hui, des gens extrêmement compétents, on peut voir chaque pays pourrait vraiment aujourd'hui se parler, on ne peut pas laisser l'Italie et la Grèce, et aujourd'hui, heureusement que vous êtes là, que peut-être justement là, vous allez peut-être permettre d'une manière juste un développement de l'Afrique, encore qu'il y aurait beaucoup à faire pour l'électrification. Moi, je suis qu'une petite partie, voilà, mais le sujet que tu abordes est un sujet majeur pour le monde, Pour le monde. parce que l'Afrique est proche de l'Europe et que c'est en stabilisant l'Afrique que nous allons aussi, nous, avoir une meilleure gestion. Parce que ces sujets de migration sont des sujets majeurs pour l'Europe. Et quand on voit ce qu'a fait Angela Merkel, c'était quand même un très bon exemple quand elle a fait rentrer des milliers et des millions de réfugiés et qu'aujourd'hui, ils ont presque tous trouvé un job, ils parlent tous allemand et ils sont utiles à l'économie de l'Allemagne. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Absolument. C'est pas et alors il y aura toujours des salopards de passeurs qui vont faire leur affreux job et qui vont leur dire que la vie est meilleure de ce côté de l'autre côté de la Méditerranée. Ça n'est pas vrai parce que dans un pays comme la France, regarde en plus avec les élections et ce qu'on entend en ce moment, on va pas les accueillir. Par contre, on pourrait les accueillir de façon comme fait le Canada, comme fait l'Australie. Voilà. C'est une migration choisie. C'est une migration, un travail sur l'immigration, un travail intelligent et qui correspond aux besoins des pays. Et à ce moment-là, si on était capable et si on avait le courage d'annoncer ça, il y aurait beaucoup moins de jeunes qui tenteraient de passer, beaucoup moins de femmes qui tenteraient de passer avec leurs enfants et aussi parce que les enjeux sont majeurs pour nous dans notre économie et nous en France en particulier, c'est en donnant à ces pays, non pas de l'argent quand on ne sait pas où il va, mais de l'argent à bon escient pour soutenir l'économie et pour stabiliser les pays. C'est ce que les femmes veulent. Tu comprends ? Elles ne veulent pas migrer, elles ne veulent pas migrer, mais parce que m'a dit le pape, les témoignages qu'il a reçus, ils ne veulent pas migrer. Non, elles ne veulent pas. Mais ça veut dire que ces pays qui ont eu moins de chance que nous au départ, qui n'avaient pas les mêmes bases que nous, eh bien nous pouvons faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder le monde autrement, parce qu'on peut les aider à faire sans les assister. Voilà. Par exemple, prenons un exemple, le Maroc. Le Maroc a une particularité, c'est que les jeunes Marocains ont, pour des raisons que je vais chercher à comprendre, je vais travailler, je fais un déjeuner de femmes bientôt et j'ai invité une de mes amies sociologues pour essayer de comprendre pourquoi les Marocains ont un cerveau plus mathématique que les autres pays du Maghreb. Eh bien, aujourd'hui, quand on parle de cerveau mathématique, il y avait encore un papier dans Jeune Afrique ce matin, on ne citait que des hommes. Et donc, on va essayer de voir si on peut aussi amener les femmes, tu comprends, vers les maths. C'est ça qui est intéressant. Dans les migrations aujourd'hui, il y a énormément de ces migrants
qui ont des formations, qui ont commencé des choses dans leur pays, et il faut juste que ça ne tombe pas entre les mains de voyous, Voilà. entre des gouvernements corrompus. Nous, on travaille beaucoup sur ces sujets de corruption parce qu'on ose. Parce qu'on fait des webinars là-dessus. Tu sais, on travaille sur les faux médicaments, on fait des webinars là-dessus. On fait beaucoup de choses parce qu'on a le courage qu'il faut pour du courage, on ne dénonce pas, on dit que les femmes peuvent changer les choses et on montre comment les femmes agissent. Aujourd'hui, on a eu un webinar, là, tout à l'heure, à 5h30, avec une lauréate des Young Leaders, parce que j'ai aussi créé le prix, les Young Leaders, c'est-à-dire des femmes en capacité de devenir un jour présidente de leur pays, tu vois un peu le truc. Et donc, on a réussi à trouver de l'argent pour monter ça. Eh bien, une des lauréates, il y en avait 5 seulement sur 2000 et quelques qui ont postulé, il y en a une qui a 3 doctorats, un en Afrique, je ne sais plus, je crois que c'est au Kenya, un en France et un en Allemagne. Elle parle 5 langues et elle est spécialiste des faux médicaments. Elle était une de nos lauréates et tout à l'heure, on a fait un webinaire avec elle. C'est quand des femmes comme ça restent dans leur pays ou retournent, tu vois, la diaspora, qu'elles retournent dans leur pays, il faut savoir que dès qu'une femme ou un homme issu de la diaspora rentre dans son pays, qu'elle vienne d'Angleterre, de Belgique, ça, c'est vrai pour les pays, évidemment, comme le Congo et tout ça lié à la colonisation, ou quand ils reviennent de France, eh bien, les investisseurs regardent ces pays autrement. Tu vois, parce qu'ils apportent leurs compétences. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les investisseurs veulent aujourd'hui travailler avec l'Afrique. Il y a un argent destiné à l'Afrique qui est considérable et destiné aux femmes. C'est pour ça qu'ils s'intéressent à moi aujourd'hui et à ce que je fais, parce que je crée un fonds d'investissement pour les femmes, de mésofinance. La méso, c'est entre le microcrédit et l'equity classique. Donc, je parlerai peut-être une autre fois si tu veux, mais on annonce ça là avant l'été. Parce que l'argent, les gens ont compris que c'était former les femmes africaines qui changeraient les choses. Donc, voilà. Et l'argent est disponible pour ça. Et c'est ça, c'est en formant les gens et en créant des économies dans les villages, les villes, les régions, les pays, que les choses changeront. Donc oui, moi je reste optimiste si on sait aborder les sujets comme il faut les aborder. Je crois que tu peux rester optimiste. Est-ce qu'on peut se donner un rendez-vous en 2023 ? Parce que le monde va vite. Le monde va vite et je sais qu'il va y avoir des choses incroyables qui vont continuer à se développer avec cette force, cette ferveur d'énergie, de foi, d'élan et autres, et pour les compétences et autres, qui est vraiment un enjeu considérable pour l'équilibre du monde, et l'Europe en particulier. Oui, absolument. Donc, merci de ce feu. Donc, merci pour elle, mais merci pour nous tous aussi, hein, parce que je crois que la cause, elle est fortement aujourd'hui, je dirais, d'actualité et autres. C'est pas de la politique politicienne. Voilà. Excuse-moi. Hein. Non, c'est une autre façon. Tu sais, on m'a souvent demandé de faire de la politique et j'ai toujours répondu que je ne pouvais pas parce que si on m'attaquait, je pleurais. Et donc, je suis incapable. Mais ça fait 30 ans qu'on me demande de faire de la politique et j'ai le sentiment d'en faire au travers de mes activités. Parce que tu es vraiment sur le terrain. Oui, avec beaucoup de bon sens. Et sur l'humanité, sur le nus. Hein. Oui, mais aussi les pieds sur terre et avec un regard qu'on essaie d'être le plus juste possible. Enfin, je n'ai pas besoin de te dire, parce que non pas au nom des femmes d'Afrique, je n'ai aucune compétence pour le faire, aucune responsabilité, mais reste. Écoute, j'ai la santé pour une équipe qui jeune, tu vois, qui a entre 25 et 35 ans. Et donc, oui, et puis moi, le jour où je me retirerai, mon équipe sera là parce que je ferai un LBO et tout ça sera repris par mon équipe. Et c'est très bien. Mais quand je dis à mon mari que j'envisage peut-être de me retirer dans 3 ans, il n'y croit pas du tout. Tu connais Hubert, il dit non, jamais, et surtout pas, tu vas devenir une emmerdeuse. Oui. Donc voilà, non, je n'ai pas, je réduirai parce que je veux déléguer, continuer à déléguer. Mais en fait, tu sais faire jouer la subsidiarité au sens profond du terme. Hein. Mais déléguer. Oui. Mais déléguer, ça veut dire abandonner. C'est pas abandonner la délégation. Non, jamais. Non, j'ai trop de choses à dire. D'abord, tu n'es pas une femme à abandonner. Jamais. Non. Mais merci, Aude. Merci à toi. Merci encore.
vraiment une belle année de créativité. Je suis encore de bon vent. Hein, bon vent. Et puis, tu sais que tu viens ici bientôt, enfin, dès que ça ouvre. Quoi. À un moment donné, j'accours. Ben oui, parce que tu aurais dû arriver la semaine prochaine, je crois. Ou être là. Non, c'est que on va voir. Aujourd'hui, on aurait dû être ensemble. Tu aurais dû arriver là déjà. Oui, oui, absolument. Donc, la manière dont tu as pu nous partager, c'est vraiment ce témoignage, je dirais, extrêmement important pour nos vies personnelles et la vie sociétale et du monde aujourd'hui. Hein. Bravo. Merci Thierry. Vive l'Humanité africaine. Bravo. À très bientôt. Je vous embrasse. Hein. Moi aussi. On va te faire. Bonne suite. Merci. Très bientôt.